Quand on pense au cliché du français, naturellement on a l'image d'un type avec une moustache, une baguette sous le bras, un béret et surtout une marinière. Et ça, Nike en 2011, ils l'ont bien compris. Bienvenue sur l'amour du maillot et dans le deuxième épisode de la série Nike So French. Générique. Vous connaissez maintenant la chanson. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer les notifications pour être au courant de la parution des prochaines vidéos. J'en profite également pour remercier infiniment Bruno Colombari et Mathieu Delahaye qui ont eu la gentillesse de partager ma dernière vidéo sur leur réseau. Vous pourrez aussi la retrouver dans la revue de presse de Chronique Bleue. Je vous mets le lien en description. Et je remercie plus généralement tous ceux qui me fournissent des retours positifs sur les dernières vidéos. Ça me va droit au cœur et ça me pousse vraiment à continuer. Dans ce deuxième épisode de la série Nike So French, on va donc parler de la marinière. Comme vous le savez, je commence toujours par un peu de contexte avant de présenter mes maillots, mais pour le coup, je vous renvoie à l'épisode 1 de cette série puisque le contexte est quasiment le même. Ce maillot est sorti seulement un mois après le maillot domicile, et on notera simplement qu'il a été inauguré au Stade de France contre la Croatie et qui marquait le retour en équipe de France de Patrice Evra et de Franck Ribéry après leur suspension suite aux événements de Nice-Na. Quand ce maillot est sorti, la réception a été très mitigée et il y a eu deux camps sans juste milieu quasiment. Il y avait ceux qui détestaient ce maillot et qui trouvaient que c'était pas un maillot de football, et un autre camp qui pour le coup adorait ce maillot, le trouvait magnifique. Petit spoiler, je fais partie de ce camp. D'un point de vue textile, c'est un maillot qui est très fin. Le tissu a été allégé, d'autant plus que sur le maillot domicile, et notamment le panneau arrière, qui est constitué de petits trous, qui rappellent un petit peu ce qu'avait fait Le Coq Sportif pour l'Argentine en 86 ou Adidas pour l'équipe de France toujours en 86. Un tissu vraiment aéré qui permettait aux joueurs de mieux supporter la chaleur de la Coupe du Monde au Mexique. Et bien là c'est pareil, vous voyez que c'est un tissu qui est vraiment perforé pour offrir un maximum de confort et de légèreté aux joueurs. Comme pour le maillot domicile, les coutures sont thermocollées, tout comme le bord des manches et le bas du maillot. Les logos eux aussi sont thermocollés, notamment l'emblème qui est imprimé sur une pièce de tissu, elle-même collée au maillot. À l'arrière, vous voyez que les rayures laissent place à des encadrés blancs. Un gros carré blanc pour le numéro et un rectangle blanc pour le nom. C'est quelque chose qui est lié aux règles de l'UEFA concernant les maillots. L'UEFA refuse que les numéros et les noms soient floqués directement sur des rayures. Ils doivent forcément en être distingués. Si vous connaissez un peu le monde des maillots et que vous vous souvenez de la Champions League 2004, Porto, qui avait remporté la compétition, arborait donc un maillot à rayures blanches et bleues, son maillot traditionnel, mais derrière le numéro était floqué sur un gros placard carré blanc, au travers duquel on voyait les rayures. Et bien ça, c'est lié au règlement de l'UEFA. On se souvient notamment de l'épisode du maillot de l'équipe de France extérieure à l'Euro 2016, qui avait dû changer au moment de jouer contre la Suisse, et c'était un maillot qui était différent de celui qui avait été présenté avant la compétition. Les manches étaient plus claires. Ça encore, c'est lié au règlement de l'UEFA par rapport au maillot. Donc comme je le disais, à l'arrière, un espace laissé vide pour le numéro et pour le nom. Malgré tout, c'est pas une caractéristique qui nuit à l'esthétique du maillot. Au contraire, ça l'aère un petit peu et je trouve qu'esthétiquement, on est sur un maillot qui est quasiment imbattable. Clairement pour moi, de la part de Nike, d'aller aussi loin dans la créativité, ça relève du génie. On n'est pas simplement sur un maillot qui va puiser dans des maillots vintage pour les remettre au goût du jour. Non, non. Là, on est sur un maillot qui avait jamais été vu auparavant. À l'époque, Nike s'était associé à Karl Lagerfeld, qui est assez ironique d'ailleurs puisque la marinière est associée à Jean-Paul Gaultier. Mais pour moi, c'était clairement génial de la part de Nike d'aller s'associer avec un grand couturier pour créer ce maillot. C'est un maillot qui est vraiment quasiment parfait et qui est mieux fini que le maillot domicile, un petit peu comme si Nike avait tout misé sur ce maillot-là. Et là où l'arrivée de Nike fait vraiment la différence par rapport à Adidas, et ça c'est une sorte de mini-conclusion des deux premiers épisodes relatifs à l'arrivée de Nike en 2011, là où la différence se fait, au-delà des tenues de match, c'est sur les tenues streetwear qui ont été sorties en parallèle. Parce qu'à l'époque d'Adidas, c'était quasiment pas possible de porter un polo ou une veste Adidas de l'équipe de France dans la rue avec un jean. C'était des tenues qui faisaient très prof de PS, c'était pas du tout des tenues élégantes. Tandis que Nike, quand ils sont arrivés, en plus des maillots, ils ont lancé toute une gamme de t-shirts, de polos ou de vestes, comme celle-ci qui date de 2011,
qui était vraiment super réussi et qu'on pouvait tout à fait porter dans la rue. Et ça, c'était très fort d'un point de vue de la com pour s'attirer un nouveau public, un public plus axé vers le style. C'était très réussi et la marinière en est la preuve. On est vraiment sur un maillot aussi audacieux que confortable, que stylé. Enfin bref, c'est un maillot qui a vraiment tout pour lui. C'est un maillot qui a tellement marqué en fait l'arrivée de Nike que le design a été repris. Vous le voyez là, des fois il a été repris brut comme pour le maillot pré-match de la Coupe du Monde 2018, mais il a également été repris et retravaillé. Donc c'était le cas par exemple du prochain maillot qu'on verra dans cette série, le maillot domicile de l'Euro 2012, ou encore le maillot de la Coupe du Monde 2014 extérieur, ou enfin le maillot actuel de l'équipe de France en 2020, qui reprend la bande rouge lancée par Adidas, mais aussi tout simplement le modèle marinière. Donc voilà, pour conclure ce deuxième épisode qui aura été assez rapide, là c'est mon maillot extérieur préféré de l'équipe de France, clairement. C'est un maillot auquel je pourrais donner la note de 19 sur 20, voire 20 sur 20 tellement je le trouve réussi. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de l'avoir regardé. Avant de conclure, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Instagram, je vous mets le compte en bas de l'écran. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le compte La Page des Bleus, idem, je vous mets l'adresse en bas de l'écran. C'est une page tenue par Mathieu, un vrai passionné de l'équipe de France, qui vous présente plein d'anciens maillots des Bleus. C'est une page qui est super intéressante, n'hésitez pas à y jeter un œil. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode de la série Nike So French et on parlera du maillot domicile de l'équipe de France à l'Euro 2012. Ciao!